La République de Platon, livre 3e, suite. Socrate. Si donc un homme en apparence capable par son habileté de prendre toutes les formes et de tout imiter, venait dans notre ville pour s'y produire, lui et ses poèmes, nous le saluerions bien bas comme un être sacré, étonnant, agréable. Mais nous lui dirions qu'il n'y a point d'homme comme lui dans notre cité et qu'il ne peut y en avoir. Puis, nous l'enverrions dans une autre ville, après avoir versé de la myrrhe sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes. Pour notre compte visant à l'utilité, nous aurons recours au poète et au conteur plus austère et moins agréable, qui imitera pour nous le ton de l'honnête homme et se conformera dans son langage aux règles que nous avons établies dès le début, lorsque nous entreprenions l'éducation de nos guerriers. Oui, dit-il, nous agirons de la sorte si cela dépend de nous. Maintenant, mon ami, il me semble que nous en avons fini avec cette partie de la musique qui concerne les discours et les fables, car nous avons traité et du fond et de la forme. Il me le semble aussi, répondit-il. Après cela, ne nous reste-t-il pas à traiter du caractère du chant et de la mélodie ? Si, évidemment. Or, tout homme ne trouverait-il pas immédiatement ce que nous devons en dire et ce qu'ils doivent être si nous voulons rester d'accord avec nos précédents propos ? Alors, Glaucon, souriant, « Pour moi, Socrate, dit-il, je risque de rester en dehors de tous les hommes, car je ne suis guère en état d'inférer à l'instant ce que doivent être ces choses. Je le soupçonne cependant. En tout cas, repris-je, tu es en état de faire cette première remarque, que la mélodie se compose de 3 éléments, les paroles, l'harmonie et le rythme. Pour cela, oui, reconnut-il. Quant aux paroles, diffèrent-elles de celles qui ne sont pas chantées? Ne doivent-elles pas être composées selon les règles que nous énoncions tout à l'heure et dans une forme semblable? C'est vrai, dit-il. Et l'harmonie et le rythme doivent s'accorder aux paroles. Comment non? Mais nous avons dit qu'il ne fallait pas de plaintes et de lamentations dans nos discours. Il n'en faut pas, en effet. Quelles sont donc les harmonies plaintives? Dis-le-moi, puisque tu es musicien. Ce sont, répondit-il, la lydienne mixte, la lydienne aiguë et quelques autres semblables. Par conséquent, ces harmonies-là sont à retrancher, n'est-ce pas? Car elles sont inutiles aux femmes honnêtes et à plus forte raison aux hommes. Certainement. Mais rien n'est plus inconvenant pour les gardiens que l'ivresse, la mollesse et l'insolence, sans contredit. Quelles sont donc les harmonies molles, usitées dans les banquets? L'ionienne et la lydienne qu'on appelle lâches. Eh bien, mon ami, t'en serviras-tu pour former des guerriers? En aucune façon, dit-il. Seulement, je crains qu'il ne te reste que la dorienne et la phrygienne. Je ne me connais pas en harmonie, avouai-je, mais laisse-nous celle qui imite comme il convient d'un brave engagé dans la bataille ou dans toute autre action violente les tons et les accents, lorsque par infortune il court au-devant des blessures, de la mort ou tombe dans quelque autre malheur, et quand toutes ces conjonctures ferment à son rang irrésolu, il repousse les attaques du sort. Laisse-nous une autre harmonie pour imiter l'homme engagé dans une action pacifique, non pas violente, mais volontaire, qui cherche à persuader pour obtenir ce qu'il demande, soit un Dieu par ses prières, soit un homme par ses leçons et ses conseils, ou au contraire, prier, enseigner, persuader, se soumettre à un autre, et par ces moyens ayant réussi à son gré, n'en conçoit pas d'orgueil, mais se conduit en toutes circonstances avec sagesse et modération, content de ce qui lui arrive. Ces deux harmonies, la violente et la volontaire, qui imiteront avec le plus de beauté les accents des malheureux, des heureux, des sages et des braves, celles-là, laisse-les. Mais, répondit-il, les harmonies que tu me demandes de laisser ne sont autres que celles dont je viens de faire mention. Donc, repris-je,
Nous n'aurons pas besoin pour nos chants et nos mélodies d'instruments à cordes nombreuses qui rendent toutes les harmonies. Il ne me le semble pas, dit-il. Et par suite, nous n'aurons pas à entretenir des fabricants de triangles, de pectis et autres instruments polycordes et polyharmoniques. Non, apparemment. Mais quoi? Les fabricants de flûtes et les aulettes, les admettras-tu dans la cité? Cet instrument n'est-il pas celui qui peut émettre le plus de sons, et les instruments qui rendent toutes les harmonies ne sont-ils pas ces imitations de la flûte? C'est évident. Il te reste donc, repris-je, la lyre et la cithare, utiles à la ville, aux champs, les bergers auront la syrinx. C'est, dit-il, une conséquence de notre raisonnement. Au reste, mon ami, nous n'innovons pas en préférant Apollon et les instruments d'Apollon à Marsyas et à ses instruments. Non, par Zeus. Je ne crois pas que nous innovions. Mais, par le chien, m'écriai-je, nous avons, sans nous en apercevoir, purifié la cité que tout à l'heure nous disions adonner à la mollesse. Et nous avons sagement agi, dit-il. Or ça donc, repris-je, achevons de la purifier. Après les harmonies, il nous reste à examiner les rythmes. Nous ne devons pas les rechercher variés, ni formant des mesures de toutes sortes, mais discerner ceux qui expriment une vie réglée et courageuse. Quand nous les aurons discernés, nous obligerons la mesure et la mélodie à se conformer aux paroles, et non les paroles à la mesure et à la mélodie. Quels sont ces rythmes? C'est ton affaire de nous les désigner, comme tu as fait des harmonies. Mais par Zeus, objecta-t-il, je ne sais que dire. Qu'il y en ait en effet 3 sortes avec lesquelles on tresse toutes les mesures, comme il y a 4 sortes de tons d'où l'on tire toutes les harmonies, je puis le dire, l'ayant étudié. Mais quels sont ceux qui imitent tel genre de vie? Je ne le sais. Sur ce point, dis-je, nous consulterons Damon, et nous lui demanderons quelles sont les mesures qui conviennent à la bassesse, à l'insolence, à la folie et aux autres vices, et quel rythme il faut laisser pour leur contraire. Je crois l'avoir vaguement entendu prononcer les noms d'énopliens composés, de dactyles, d'héroïques, mais je ne sais quel arrangement il donnait à ce dernier rythme, dans lequel il égalait les temps faibles et les temps forts, et qui se terminait par une brève ou une longue. Il appelait aussi, je crois, un pied iambe, un autre trochet, et leur désignait des longues et des brèves. Et dans certains de ses maîtres, il blâmait ou louait, me semble-t-il, le mouvement de la mesure, non moins que les rythmes mêmes, ou quelque chose qui tenait des deux. Car je ne le sais pas au juste, mais, comme je le disais, renvoyons ces questions à Damon. Les discuter demanderait beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oui, par Zeus. Mais voici un point que tu peux trancher. C'est que la grâce et le manque de grâce dépendent de l'eurythmie et de l'arythmie. Sans doute. Mais le bon et la mauvaise rythme suivent et imitent l'un le bon style, l'autre le mauvais. Et pour la bonne et la mauvaise harmonie, il en est de même, si le rythme et l'harmonie se conforment aux paroles, comme nous le disions tout à l'heure, et non les paroles au rythme et à l'harmonie. Assurément, dit-il, ils doivent s'accorder aux paroles. Mais la manière de dire et le discours lui-même ne dépendent-ils pas du caractère de l'âme? Comment non? Et tout le reste ne dépend-il pas du discours? Si. Ainsi le bon discours, la bonne harmonie, la grâce et le rythme dépendent de la simplicité du caractère, non point de cette sottise que nous appelons gentiment simplicité, mais de la simplicité véritable d'un esprit qui allie la bonté et la beauté. Parfaitement. Or nos jeunes gens ne doivent-ils pas rechercher en tout ces qualités s'ils veulent accomplir leurs propres tâches? Ils doivent les rechercher. Mais la peinture en est pleine, ainsi que tous les arts du même genre. En est pleine l'industrie du tisserand, du brodeur, de l'architecte, du fabricant des autres objets, et même la nature des corps et des plantes. En tout cela, en effet, il y a grâce ou laideur. Et la laideur, l'arythmie, l'inharmonie sont sœurs du mauvais langage et du mauvais caractère, tandis que les qualités opposées sont sœurs et imitations du caractère opposé, du caractère sage et bon. Certainement, dit-il.
Mais les poètes sont-ils les seuls que nous devions surveiller et contraindre à n'introduire dans leur création que l'image du bon caractère? Ne faut-il pas surveiller aussi les autres artisans et les empêcher d'introduire le vice, l'incontinence, la bassesse et la laideur dans la peinture des êtres vivants, dans l'architecture ou dans tout autre art? Et s'ils ne peuvent se conformer à cette règle, ne faut-il pas leur défendre de travailler chez nous, de peur que nos gardiens, élevés au milieu des images du vice, comme dans un mauvais pâturage, n'y cueillent et n'y paissent un peu chaque jour mainte herbe funeste, et de la sorte n'amassent à leur insu un grand mal dans leur âme? Ne faut-il pas au contraire rechercher les artisans heureusement doués pour suivre à la trace la nature du beau et du gracieux, afin que nos jeunes gens, pareils aux habitants d'une saine contrée, profitent de tout ce qui les entoure, de quelque côté que vienne à leurs yeux ou à leurs oreilles une effluence des beaux ouvrages, telle une brise apportant la santé de régions salubres, et les disposant insensiblement dès l'enfance à imiter, à aimer la belle raison et à se mettre d'accord avec elle. On ne saurait mieux les élever, dit-il. N'est-ce donc pas, Glaucon, repris-je, que l'éducation musicale est souveraine parce que le rythme et l'harmonie ont au plus haut point le pouvoir de pénétrer dans l'âme et de la toucher fortement, apportant avec eux la grâce et la conférant si l'on a été bien élevé, sinon le contraire? Et aussi, parce que le jeune homme à qui elle est donnée comme il convient sent très vivement l'imperfection et la laideur dans tous les ouvrages de l'art ou de la nature, et en éprouve justement du déplaisir. Il loue les belles choses, les reçoit joyeusement dans son âme pour en faire sa nourriture, et devient aussi noble et bon. Au contraire, il blâme justement les choses laides, les hait dès l'enfance, avant que la raison lui soit venue, et quand la raison lui vient, il l'accueille avec tendresse et la reconnaît comme une parente, d'autant mieux que son éducation l'y a préparée. Il me semble en effet, dit-il, que ce sont là les avantages que l'on attend de l'éducation par la musique.